Bienvenue à tous, vous écoutez Next Step, le podcast des entrepreneurs inspirants qui vous aide à passer à l'étape suivante. À chaque épisode, on vous propose de partir à la rencontre de personnes passionnées, d'écouter leur parcours et de vous en inspirer. Pour vous accompagner et vous guider dans cette aventure, nous serons deux. Je m'appelle Elisa et je suis avec Tariq. Bonjour Elisa, bonjour tout le monde. Alors comme vous le savez, nous sommes dans le studio de la Chambre de commerce de Bruxelles qui représente les intérêts des entreprises bruxelloises. Bessie aide et accompagne ses membres dans le développement de leurs activités. Et bien sûr, on remercie Bessie de rendre ce podcast possible. Avec l'accélération digitale de Telenet Business, osez développer votre marketing en ligne. Prenez gratuitement rendez-vous sur accélérationdigitale.be et clients ou pas, nos experts viendront vous expliquer comment. Pour cet épisode, nous sommes ravis d'accueillir Pierre-Yves Bossard. Bonjour Elisa, bonjour Tariq. On est ravis de t'accueillir dans Next Step. Tu es le fondateur d'Eventer, un réseau social privé lié à l'événement qui permet de rassembler les photos et vidéos prises lors d'une soirée ou d'un événement dans un album digital. C'est bien ça ? C'est exactement ça. Mais avant cela, puisque dans Next Step, on aime bien faire un petit saut dans le passé, et quel passé ? Tu es français, titulaire d'un bachelor en école de commerce. Je crois aussi voir sur LinkedIn que tu as un parcours assez atypique. Tu as pas mal voyagé entre la France, la Hongrie et la Belgique. Et d'ailleurs, sur un site de speaker, tu te présentes comme certainement pas la personne la plus bardée de diplômes, ni la plus certifiée qui soit. Cependant, tu as su contrebalancer avec une bonne expérience, une éducation rigoureuse et l'envie continuelle d'apprendre et de transmettre. Alors les études pour toi, ça a servi à rien ? Ce n'est pas que ça a servi à rien, ça me permet de me structurer. Ça m'a permis de me structurer dans ma vie et ça m'a appris quand même pas mal de choses. Mais le process du bachelor est quand même très intéressant parce qu'il est court. Contrairement à 4, 5, 6... 3 ans, c'est ça ? Voilà, c'est 3 ans, c'est très direct, c'est très pragmatique, un peu moins de théorique. Je suis parti énormément à l'étranger, j'avais beaucoup de stages à faire. Donc finalement, les études m'ont bien appris, mais parce qu'elles me correspondaient. Et alors après, tu décides d'arrêter. Tu aurais pu faire un master. Oui. Tu choisis de... Pourquoi tu décides d'arrêter ? Parce que j'avais envie de vivre, j'avais ce besoin de vivre au fond de moi et je sentais que continuer à faire des études et continuer à travailler sur de l'aspect théorique, que ce soit en marketing, que ce soit en sales, que ce soit en communication, ne m'aurait pas apporté beaucoup plus et que j'avais besoin d'aller sur le terrain, que j'avais besoin de vivre des expériences de vie pour véritablement prendre de l'expérience. Et cette première expérience professionnelle, c'est quoi ? Alors, ma C'est première où ? expérience professionnelle, c'est à Budapest. C'est assez drôle. C'est mon stage de fin d'études. C'est un stage qui a quand même duré 6 mois. Et à l'époque, je me dis, j'ai envie de retourner à Budapest parce que c'était une ville, c'était mon deuxième Erasmus, donc c'était une ville qui m'avait vraiment plu. Et je trouve effectivement une petite société tenue par des Français qui avaient très envie de développer des sites internet peu cher et vraiment entre guillemets un peu low cost parce que c'était le mot à la mode à l'époque pour des PME, des artisans, des commerçants en France et donc de la vente à distance de ce genre de produits. Et il y avait beaucoup d'arnaqueurs aussi sur le secteur et donc du coup je suis arrivé dans cette société et on s'est éclaté pendant 6 mois. Ça a été une expérience, une tranche de vie dont je me souviendrai toute ma vie parce que ça m'a appris à être complètement autonome, indépendant. Qu'est-ce que tu as appris surtout justement pendant Au niveau cette commercial, à vendre, déjà quelque chose que je n'avais pas appris pendant les études. J'avais eu des cours de négociation, de vente, etc. Mais c'est le fait de se retrouver sur le terrain, le fait d'être à distance, de comprendre les besoins et de pouvoir appuyer. Le pain étant quelque chose d'extrêmement fort en commercial. Et bien tout ça, je l'ai appris là-bas. Un peu de management aussi, parce qu'à la fin, on s'est amusé et on a créé une équipe de stagiaires avec qui je travaillais et que je gérais, entre guillemets. Et à partir de ce moment-là, on a essayé de développer ce produit-là et on a vendu pas mal de sites internet. Et c'était une belle expérience de vie. Qui a duré 6 mois du coup. Exactement. Et alors après, qu'est-ce que tu fais ? Il me propose un poste d'auto-entrepreneur et j'avoue que je suis un petit peu perturbé aussi parce que je me dis... J'aimerais bien que mon premier travail, ça soit en tant qu'employé, la sécurité de l'emploi, etc. Et se lancer tout de suite en tant qu'entrepreneur, c'était quand même ça m'a fait un peu peur, ça me fait légèrement peur. Donc tu refuses Je refuse la proposition, je reste ami avec eux, on continue à se voir et à côté de ça, j'accepte un boulot dans l'IT chez Unisys, qui est une grosse boîte américaine, dans laquelle ils m'ont formé, ils m'ont payé pour ça et je travaillais pour une société française qui travaillait à la défense. Et on réglait leurs problèmes informatiques. Voilà, 1 an et demi d'expérience là-dedans, pas beaucoup d'enrichissement au niveau professionnel. Pourquoi ? Pour la seule et simple raison, c'était ni mon cœur d'activité. À la base, j'étais fait pour faire du marketing, du commercial. J'avais quand même fait des études dans ce cadre-là. Et se retrouver finalement à faire du débugage informatique à distance, c'était moi mon truc. Okay. Mais ça m'a
ça m'a appris aussi pas mal au niveau structure. Et puis ça m'a appris ce que je voulais pas faire. Et qu'est-ce que tu voulais pas faire ? Une structure pareille ? Une grosse entreprise, des process qui sont extrêmement longs, le badger le matin, badger le midi, badger le soir. Ça ne me parlait pas. Et puis aussi, j'avais pas de rapport direct avec la vraie clientèle. J'avais des rapports directs de problèmes techniques. C'était pas extrêmement intéressant. Donc au niveau enrichissement intellectuel aussi, ça m'a manqué. Donc tu as appris beaucoup, et c'est là où tu décides de rentrer en France ou pas encore ? Oui, vers la fin, je me dis effectivement, je n'avance pas vraiment dans mon côté professionnel. Alors, dans ma vie privée, je m'éclatais. À côté de ça, j'avais un très bon salaire, donc je m'amusais. Et tu profitais de Budapest ? Voilà, je profitais de Budapest et de Sapalinka. Et donc, au bout d'un moment, je me dis, bon, voilà, professionnellement, je n'avance pas. Personnellement, j'avais aussi des problèmes privés, voilà, de famille, de santé, je voulais me sentir proche aussi de ma famille. Et donc, je suis rentré à Paris dans ce cadre-là. J'ai tout de suite trouvé un boulot dans une start-up qui s'appelle Fitting Box, qui existe toujours. C'est eux qui font la réalité augmentée pour Ray-Ban, sur le site de Ray-Ban, où on se voit avec les lunettes en 3D. J'avais un projet chez eux, j'ai commencé à travailler pour eux, c'était hyper chouette. On avait des investisseurs américains qui avaient vraiment, qui croyaient en mon profil, et le but c'était de développer un projet pendant 1 an, et puis derrière de développer une équipe. Sauf qu'à Paris, je me plais pas. Après avoir connu la qualité de vie de Budapest, après avoir connu tout ça, c'était juste pas possible c'est passer d'un extrême à un autre. Et donc, c'était qu'une question de qualité de vie, ou c'était aussi une question d'environnement, d'écosystème de travail ? Alors, l'écosystème de travail, non. Franchement, ça, c'était quelque chose qui m'avait véritablement plu. Travailler dans ma première expérience start-up, c'était vraiment alors que plaisant. Tu souffrais d'une grosse structure. Exactement. Donc là, vraiment, au niveau professionnel, là, par contre, j'ai énormément appris et je me suis éclaté pendant le peu de temps où je suis resté. C'était limite un déchirement en fait de partir en Belgique, puisque derrière j'ai trouvé un VIE, donc il y a un type de contrat français très particulier où je suis parti effectivement à Bruxelles pour rejoindre mon meilleur ami et ma meilleure amie avec qui on avait décidé de déménager, pour des raisons aussi de qualité de vie, puisqu'on avait trouvé la vie sur Bruxelles très agréable. Et donc, du coup, par rapport à ça, je me suis retrouvé dans cette situation où j'étais un peu déchiré au niveau professionnel. Parce que finalement, ça a été une des expériences les plus intéressantes où j'avais aussi le plus de potentiel. Et alors, tu arrives à Bruxelles pour la qualité de vie avec des copains ? Oui, c'est plus ou moins ça. C'est ça qui te fait déménager ? Oui, clairement. Ça a toujours été extrêmement important pour moi. Le côté, le fait qu'à côté de mon travail, je puisse m'épanouir dans ma vie privée et personnelle, c'était quelque chose d'important. Et quand j'étais à Paris, dans ma espèce de chambre de bonne, à prendre le métro 2 heures par jour, les transports en commun 2 heures par jour pour aller à travail, se rentrer le soir, se retrouver un peu seul, alors que j'avais vécu des années à Paris, que tout le monde était parti, parce que mes amis aussi, finalement, qui se ressemblent, s'assemblent, et mes amis étaient aussi comme ça, où la qualité de vie était importante, et donc ils avaient disparu de Paris, et donc au bout d'un moment, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là ? La problématique de famille a disparu, professionnellement, ok, je m'amuse, mais il me manque quand même quelque chose. Et alors, comment est-ce que tu creuses ton trou à Bruxelles ? Alors ça, c'est allé très très vite, et ça a été d'ailleurs assez drôle, pour la petite expérience. Le but, c'était de créer un univers autour de nos sorties avec mon meilleur ami et ma meilleure amie. Et donc, on avait créé une sorte d'univers où, à chaque fois qu'on sortait, on allait, pendant la journée, chercher des déguisements qu'on donnait à tout le monde. On faisait une pré-soirée, on invitait les gens, on leur donnait ses vêtements et on partait en soirée, tous déguisés sur le même thème. Et donc, c'était une espèce de communauté que vous étiez en train de créer ? Ouais, c'était surtout, le but, c'était de créer il y avait une espèce d'impact de communication, de PR, dont on n'était même pas conscient en fait à l'époque. Et très très vite, je me suis rendu compte de cet impact de communication, puisque finalement, ce sont les personnes du monde de la nuit qui sont venues à nous pour nous dire « Ah mais tiens, tu ferais pas ci, et tiens, tu viendrais pas m'aider à faire ça ». Ça faisait 2 mois qu'on était installés à Bruxelles. Donc ça, c'est intéressant. T'es pas allé chercher ça, en fait. C'est vraiment, tu l'as fait au début par pur plaisir et un peu un délire avec des copains. Ouais. Et c'est devenu un peu un job. Tout à fait. Parce que j'avais aussi fait un peu de PR à Paris quand je vivais à Paris pour des soirées. Donc ça m'a toujours éclaté, en fait, de faire la promotion, en fait, de certaines soirées. Et là, on l'a fait purement pour notre plaisir. On l'a pas fait avec l'optique d'aller rechercher quoi que ce soit derrière. Et c'est venu à nous.
Et qu'est-ce qui est venu à vous, justement? Eh ben, du coup, à l'époque, c'était les Number Six qui étaient au Wood, qui étaient le Play Label organisait ces soirées-là. Et donc, ils sont venus nous rechercher en disant, bah tiens, toi, tu ferais pas l'entrée, toi, tu viendrais pas ramener du monde, etc. Et puis, on va mettre des soirées à thème aussi, parce qu'on sent que c'est votre univers et que ça marche bien et que les gens adhèrent aussi au truc. Hein. Donc, on a travaillé sur tout cet esprit-là. Et donc, vous êtes associés à 3 ou c'était Oui. encore très officieux ou ça devenait officiel? C'était officieux et officiel. Enfin, dans le nightlife, il n'y a jamais vraiment d'officiel, comme on dit. C'est ça? Surtout à Bruxelles. Mais on s'est bien éclaté à ce niveau-là. Mais effectivement, il n'y avait pas de côté véritablement officiel. Le but, c'était surtout de s'amuser ensemble. Et une bonne bande de potes, d'ailleurs, c'est la base de Play Label, c'est une bonne bande de potes qui a développé un univers de soirée, qui a monté maintenant un vrai label de musique électronique indépendante, etc. Mais ça part vraiment d'un groupe de potes qui ont envie de travailler ensemble et envie de faire bouger les gens. Et alors, le lien entre... Donc ça, c'était il y a combien de temps? Ces soirées, t'arrives à Bruxelles? Wow, Play Label, ça va dater de ça, je sais pas, 7 ans, 8 ans, ouais, quelque chose comme ça, 7 ans, je pense bien. Et alors là, tu travaillais ou pas à côté? Oui, à côté, je travaillais. Donc là, à l'époque, j'avais fini mon VIE, et puis à la suite de ça, j'ai travaillé pour une société qui s'appelait Get You, et donc qui proposait des solutions NFC dans le cadre de l'événement, enfin RFID dans le cadre de l'événementiel. En gros, ce que je fais avec Eventer aujourd'hui, j'en ai tiré énormément d'informations de chez Get You, ça, c'est qui très était une intéressant, source d'inspiration. Tu fais le lien entre ce que je voulais aborder, donc c'est très bien. Comment est-ce que tu as pu puiser finalement dans cette expérience de la nuit, parce qu'il n'y a pas eu que le Wood, hein. Après tu en as fait une autre, je crois. Oui, après ça a été le Mr. Wong, voilà, le Mr. pendant Wong. 2 ans. Là, on s'est bien amusé aussi. Voilà, et après justement cette boîte où tu bosses aussi, qui est liée à l'événementiel, comment est-ce que tu capitalises là-dessus, tu analyses pour ensuite te dire, tiens, je vais peut-être créer quelque chose? En fait, déjà, ça faisait un moment que je voulais monter une société. Enfin, c'était pas nouveau, j'ai fait pas mal de BP, je me suis jamais lancé véritablement, mais c'était toujours un peu, allez, je fais un BP, je vais y aller, et puis finalement, il me manquait quelque chose pour passer le cap. Eventer, ça a été juste l'avantage d'Eventer, c'est que justement, j'ai eu mon associé qui est venu on s'est rencontrés et effectivement ça m'a permis de passer le cap, de trouver quelqu'un avec qui je m'entendais bien, avec qui j'avais la même vision, etc. Mais au-delà de ça, c'est vrai que ces expériences-là m'ont énormément apporté pour mon futur, enfin ce que j'ai fait avec Eventer, c'est-à-dire que j'ai énormément tiré de cette expérience. Justement à cette expérience, que ça soit, il y a eu une double expérience, il y a B2C et B2B effectivement. La première expérience B2B, c'était qu'il y avait aujourd'hui des choses qui étaient mises en place, mais ça manquait de facilité. Donc le manquer de facilité, manquer d'automatisme, alors qu'aujourd'hui on a des outils, que ce soit notre smartphone, que ce soit notre ordinateur, que ce soit tout ce qui nous entoure au niveau digital, on est capable d'aller très très loin dans l'expérience et puis d'automatiser tous ces principes. Et donc la problématique que j'ai eue par exemple qu'on a eu avec Get You et qu'on n'a pas avec Eventer, c'est qu'à l'époque la 4G et les capacités des smartphones n'étaient pas celles d'aujourd'hui. Donc on était obligé de développer des cartes à côté, et ça coûtait très cher à produire, il fallait payer les cartes, il fallait payer des hôtesses à l'entrée pour connecter les cartes à des comptes dans le cloud. Enfin, vraiment, tout ça demandait énormément d'argent. Aujourd'hui, finalement, avec Eventer, tout est automatisé, on n'a plus besoin de ça. Et ça, c'était la première chose que j'ai vue au niveau du B2B. Au niveau du B2C, c'était légèrement différent. L'expérience, c'était de dire, aujourd'hui, les réseaux sociaux que j'ai utilisés énormément dans le cadre de ma communication ou de mes RP, dans le cadre de l'événementiel, était quelque chose où je me rendais compte qu'il y avait un affaiblissement de cette force de communication, parce que les gens commençaient à être... Désolé, mais ils étaient saoulés. Hein. Au bout d'un moment, à partir du moment où on se fait bombarder de notifications et, oui. De spam sur son wall, de messages, etc., etc., au bout d'un moment, on a l'impression de ne plus être qu'un produit. Et le but, c'était de développer une plateforme qui réponde à un vrai besoin sans que la personne ait cette impression-là. Très bien. Et alors, je refais juste, avant de passer la parole à Tariq, je fais juste un petit lien par rapport à ce que tu disais, entre le Pierre-Yves qui est à Budapest et qui se dit, tiens, moi je me vois pas lancer une boîte parce que j'ai besoin d'une structure, j'ai besoin d'être employé, et maintenant ah bah non, finalement, j'ai vraiment besoin de lancer ma boîte. Quand est-ce que ça s'est opéré, ça, un petit peu, Moi, j'ai tendance à dire, et ça, je le conseille aussi quand je suis à l'ECS ou à l'INSEC en France et que je donne des interventions aux étudiants, c'est de trouver son yang. Trouver son yang, moi, c'est ce qui m'a permis de passer mon cap. C'est-à-dire que j'ai trouvé un associé qui avait d'autres compétences, et qui avait des compétences qui étaient
pas directement reliés à mon business, mais qui étaient complémentaires. Lui avait un aspect technique que je n'avais pas et que je recherchais énormément. Dans l'aspect digital, comme j'ai l'habitude de dire, vous montez une start-up, il faut un sales, mais il faut aussi un développeur. Et je pense que c'est le parfait match si on veut vraiment développer une start-up. Quelqu'un qui a la capacité de vendre le produit et quelqu'un qui a la capacité de développer le produit. Voilà, tout simplement. Et vous êtes rencontrés comment ? Alors, réseau. L'avantage du monde de la nuit, c'est que ça m'a offert énormément de réseaux. Oui. Et c'est ce qui m'a amené mon associé, puisqu'il travaillait dans la musique avec quelqu'un que je connaissais qui travaillait dans la musique. Et on s'est rencontrés comme ça parce que la personne en question connaissait aussi mes compétences en sales, en marketing et en communication, et ma connaissance du secteur de l'événementiel. Et mon associé avait commencé à avoir l'idée de développer une application pour les événements. Et donc là, ça a matché. Et là, ça a matché complètement. Donc ton conseil, c'est aussi de sortir un peu la nuit et de se faire un réseau pour trouver son... Sortir la nuit ou ailleurs, peu importe. Faire du réseau. Comprends. Ne pas hésiter à aller vers les gens, ne pas hésiter à sortir de sa zone de confort et de se dire, bah tiens, je vais à un événement networking, tout le monde y va en costard-cravate, et pourquoi est-ce que j'irais pas en short et en polo ? Et que du coup, les gens vont me regarder bizarrement et puis je vais aller les voir directement. Sortez du classique, allez vers les gens et puis essayez de les étonner, de les surprendre. C'est déjà une première base, ça peut permettre de créer ce qu'on appelle un bris de glace. Tout à fait, donc les étonner et sortir de sa zone de confort. Bon très bien. Alors maintenant qu'on a défriché le terrain et qu'on te connaît un petit peu plus, je vais laisser la parole à Tariq qui nous écoute depuis tout à l'heure. Voilà, c'est à toi Tariq. Merci Pierre-Yves pour ce partage d'expérience. On a parlé beaucoup d'apprendre. Avant de t'entendre, j'aurais dit plus on veut apprendre, plus il faut prendre de risques. Et quand je t'entends, il y a quand même cette dimension de plaisir qui est présente. Ouais. Et donc, comment tu vois le bon rapport entre risque et plaisir dans l'apprentissage et le développement d'une activité ? C'est particulier parce que ce rapport-là, il est pas toujours évident. C'est-à-dire que pour moi, il n'était pas évident avant que je le prenne. J'avais cette peur du risque et il n'y avait pas de plaisir qui était associé. Et à partir du moment où je l'ai fait, on ne peut plus revenir en arrière. Personnellement, c'est ce que je pense, c'est qu'à partir du moment où on a lancé une société, qu'on a commencé à la développer, qu'on s'est enrichi au niveau professionnel énormément, on prend énormément de plaisir et on ne peut plus revenir en arrière sur une situation d'employé. Moi, c'est mon cas et je ne suis pas le seul à ressentir ce genre de choses. La vraie peur, en fait, c'est celle de passer le cap. Et peu importe l'âge, en fait, qu'on ait 33 ans, comme c'est mon cas, ou qu'on ait 60 ans, comme c'est le cas de mon père. Il a pris cette décision à 55 ans, alors que ça faisait 20 ans qu'on lui disait « mais fais-le pour toi, ne le fais pas pour les autres ». Et aujourd'hui, il a eu très peur pendant 20 ans, et aujourd'hui, je ne reconnais plus mon père. On avait des relations extrêmement compliquées, maintenant on a des relations extrêmement bonnes. On s'entend super bien, et ça l'a changé véritablement dans sa vie, et moi aussi. Et je pense qu'en fait, on ne le voit pas avant de le faire. Mais une fois qu'on le fait, il n'y a plus de retour en arrière possible. Mais d'ailleurs, finalement, ce qui nous empêche de le faire, c'est le regard des autres, le regard des gens qui vous aiment, qui ne sont pas dans le même modèle. Il y a notre regard par rapport à nous-mêmes. Ouais. Je veux un vrai job parce que j'ai étudié. Et de l'autre côté, c'est maman et papa m'aiment, donc je ne vais pas leur faire peur. Oui, puis il y a la peur du risque financier, faut pas l'oublier. Enfin, c'est quand même une peur. Enfin, on a moins d'aide qu'en France, par exemple, au niveau de l'entrepreneuriat en Belgique, ou on a peut-être plus que dans d'autres pays. Mais il y a toujours un risque financier qui est important quand on lance une société. Moi, j'ai vécu sur mes propres économies pendant plus d'1 an. Maintenant, je me paye, etc. Mais ça n'a pas été le cas pendant un moment. Il faut savoir le prendre, ce risque. Se dire, OK, pendant 1 an, je mange des pâtes. Et ça, quand, par exemple, on a une femme, des enfants, des traites à payer, c'est pas évident. Mais est-ce que tu trouves pas justement paradoxal que les étudiants qui vivent avec des nouilles, de la bière pas chère, et qui sont donc des professionnels de cette vie-là, au moment où ils ont l'opportunité de prendre des risques au premier job, c'est peut-être pas toujours les premiers à profiter de cette opportunité qu'ils ont. Je sais pas, je suis pas tout à fait d'accord. Enfin, moi qui donne des interventions dans différentes écoles, j'ai plutôt l'impression qu'on a une génération de gamins qui ont vraiment envie d'entreprendre. Moi, j'avais envie, à la limite, c'est un peu triste à dire, mais quand j'ai fait mes études, j'avais envie d'entreprendre parce que mon concept, c'était de dire on n'aura pas de retraite, donc ou tu fais de l'immobilier, entre guillemets, ou tu places ton argent sur l'immobilier,
ou tu montes une société et ou tu fais un exit ou tu fais ce genre de choses. Et du coup, moi, c'était mon point de vue quand j'étais étudiant. Eux, c'est pas du tout leur cas. Eux, ils veulent vraiment entreprendre pour entreprendre. Ils ont envie de développer des idées, ils ont envie d'agir. Et moi, je trouve qu'on a une génération actuellement qu'on a tendance à stigmatiser. C'est une génération qui a du mal avec le travail. Je suis pas tout à fait d'accord. Ils ont envie de le faire, mais pour eux. Moi-même, j'avais le virus entrepreneurial, donc j'ai dû commencer pendant que j'étais aux études. J'avais pas le choix, quoi. Et j'aime souvent dire que les études, c'est le moment rêvé. Moi, je les ai continuées jusqu'au bout. J'ai même remis plusieurs couches. Mais c'est le moment rêvé parce que ça te laisse plein de temps. Donc, je veux dire, pour peu que que tu brosses une bonne partie de tes cours et que tu bosses vraiment au moment où il faut, donc que tu aies un peu de méthode par rapport à ça, ça te laisse un temps fou pour faire de l'investissement immobilier, pour lancer une boîte et te planter pendant 3 ans. Enfin, tu as vraiment cette chance d'avoir du temps. Enfin, tout le monde... Moi, je crois que le luxe, c'est ça. Et de l'autre côté, tu as aussi ce filet de la validation. Finalement, tu as eu un diplôme, donc on te fout la paix pendant 5 ans. Donc, c'est ce que j'ai envie de dire de l'autre côté, c'est que tu peux avoir un regard de dire, c'est aussi 3 ans, 5 ans, où tu peux expérimenter à côté. Oui, mais il ne faut pas oublier la pression sociale aussi. Je crois que effectivement, moi j'en ai eu 2 dans ma promo, on était 180, et il y en a eu 2 effectivement, qui étaient en train d'entreprendre en même temps qu'ils étudiaient. Et je trouve qu'ils avaient un courage de dingue. Et, moi je suis hyper respectueux de ce qu'ils ont pu faire, même si aujourd'hui ils sont employés, bizarrement. J'étais hyper respectueux de ce parcours-là. Mais à côté de ça, il y a aussi la pression sociale. Moi, personnellement, je sais que le jour où j'ai monté ma société, alors que mon père venait de le faire, il ne comprenait pas mon business, donc déjà, et puis, il m'a dit, mais non, t'es complètement fou. C'était, mais attends, tu gagnes super bien ta vie en tant que responsable commercial. Pourquoi tu fais ça? En fait, moi, j'en reviens... J'aime dire qu'il faut faire ses premières maladies, sa première boîte, sa première maison. On est toujours plus intelligent quand on a déjà acheté 2 maisons que quand on veut en acheter la première. Et même chose avec un job, même chose avec tout. Ouais. Donc, je veux dire, plus vite on s'est planté ou on a essayé quelque chose, mieux on se comporte dans la suite, ne serait-ce que de l'avoir fait. Et moi, je pense que ce mythe de dire, pour être entrepreneur, il faut créer sa boîte, je veux dire, je suis tombé dedans. Et aujourd'hui, je me dis, mais non, tu peux être entrepreneur absolument sans créer une boîte. Comme tu le dis, tu es dans l'événementiel, tu fais des choses, tu as le temps. Si vous étiez dit, on va créer une boîte, combien tu prends de pourcents, qu'est-ce qu'on va déposer à la banque, etc. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez fait ou pas. On l'a fait. Mais, ça arrive à des gens, mais je veux dire, c'est aussi quelque chose qu'il faut dire, c'est que la boîte, créer une société, une entité juridique n'est pas une étape nécessaire aujourd'hui. Non. Et il y a ce mythe de dire, je lance ma boîte. Mais en fait, non, tu peux dire, j'entreprends quelque chose. Je vais te donner un exemple, je suis assez d'accord avec ça. Pour moi, c'est tout à fait en corrélation avec ce que j'ai vécu il y a quelques jours. Jeune jury au master e-commerce à l'ECS à Bruxelles. Et effectivement, dans ces personnes-là, il y a des parcours plus ou moins atypiques. Et il y avait une dame qui avait une quinzaine d'années plus que moi. Et effectivement, qui était en réorientation de carrière et qui voulait absolument développer son business. Et alors, elle nous parle, dans sa présentation de jury, de monter un site web, elle nous montre des trucs, etc. Et puis, elle nous montre ses plans financiers, et sa façon d'aller lever des fonds, etc. Puis je la regarde et je lui dis, mais pourquoi vous faites pas un groupe... Enfin, vous me parlez de network, pourquoi vous faites pas un groupe Facebook? Vous testez? Faites un test groupe Facebook, vous mettez votre réseau dessus, vous faites vos ventes directement là-dessus. Vous n'avez pas des grosses compétences techniques pour développer un site web, faites-le comme ça. Et si ça marche, vous aurez fait suffisamment d'argent pour financer le développement d'un site web. On a eu Nicolas, le fondateur de Menu Nexor, parfait exemple. Donc voilà ce que tu dis, je dois avoir un diplôme, je dois avoir une société, je dois avoir un site web. Et en fait, il y a plein d'exemples, et c'est quand même aussi les gens qu'on veut inviter ici, qui te montrent qu'on n'est pas obligé de faire tout de manière typique. Non. Donc, alors par contre, le diplôme, ça t'est demandé par l'État. Quand tu veux monter ta structure, oui, en tant qu'indépendant, non, mais je parle de diplôme dans le domaine, on ne parle pas des professions protégées. Quoi. Il reste encore des barrières, je trouve, effectivement, c'est une bêtise d'ailleurs, qu'on te demande un diplôme pour créer ton statut d'auto-entrepreneur. Ça n'a aucun... Enfin, pour moi, la personne, si elle a 15 ans d'expérience et que l'autre a un diplôme, je suis certain que la personne qui a 15 ans d'expérience en société sera peut-être beaucoup plus à même de développer son entreprise que l'étudiant qui vient de sortir d'études. Alors, tu parlais de l'événementiel, et moi, j'encourage toujours les étudiants, je veux dire en général, à dire ce qui va réellement les différencier, c'est ce qu'ils font à côté.
Donc tu dis, tu peux étudier le marketing pendant 3 ans, 5 ans. Si tu fais des campagnes publicitaires pour ton club de foot, gratuitement, ça aura beaucoup plus de valeur pour ton futur employeur. Mais je me tue à le répéter, alors peut-être que ça se passe, mais je pense vraiment que c'est aussi simple que ça. Même chose, tout le monde sort, mais tu peux faire du marketing pour ton bar préféré. Ouais. Donc les opportunités, elles sont devant nous, et comme tu dis... Moi, j'ai appris beaucoup plus sur Internet qu'à travers les cours. Non, mais pour moi, c'est les deux. Tu vois, c'est un peu un côté... Ça m'a appris à structurer mes cours, moi, m'ont appris à me structurer, appris à développer les choses étape par étape, à bien faire les choses aussi, c'est important, parce que c'est quelque chose que parfois on n'apprend pas. Et ça, c'était quelque chose qui m'a été appris par les études. Mais par exemple, mes études de marché quantitatif-qualitatif, pour moi, aujourd'hui, je trouve que c'est bullshit. On peut faire du gros hacking. Alors, je lisais hier... ou de l'inbound marketing pour développer... Je lisais hier une méthodologie d'une boîte qui facture des millions ou des centaines de milliers de dollars pour faire des recherches. Puis dit maintenant on est passé d'études quantitatives à études de keywords. Et en fait c'est basé sur l'analyse de keywords pour la détection d'opportunités. Ils font ça pour des très grandes boîtes. Enfin, on pourrait le mettre peut-être dans le lien. Mais ce que je veux dire, en fait, il y a un côté aussi rassurant. Enfin, on parle beaucoup d'études, mais je crois que dans le business, il faut aussi se rassurer, se raccrocher à des éléments. Et l'idée, c'est que les études, c'est top, tu as des bons points. Quand tu lances un business, parfois tu dois traverser le vide pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis à un moment, tu passes le cap. Ce qui est intéressant, je pense, dans ton expérience, l'expérience, le monde événementiel, c'est que c'est vraiment un truc, ça marche ou ça marche pas. La salle, elle est remplie ou elle est vide. Mr. Wong, on en parle ou on n'en parle pas. Donc c'est à la fois quelque chose d'accessible, tout le monde peut faire de l'événementiel. Moi-même, j'ai beaucoup appris en organisant beaucoup de conférences, tu te rends pas compte. Donc c'est accessible à tous, comme le marketing de base aussi. Donc quels sont les conseils pour toi pour dire, ok, là, je m'occupe d'un projet marketing pour une boîte, un bar, peu importe mon club. C'est quoi les éléments de succès? Les éléments de succès, c'est la vente. Oui, mais, non, mais je veux dire, je transforme à en... vendre. Ça, voilà. C'est quelque chose que je fais. Typiquement, c'est que j'essaie d'apprendre aux gens à vendre. À vendre, ça veut dire savoir pitcher, savoir présenter, savoir communiquer. C'est la base de tout, en fait. Et ça permet aussi de développer sa société. Je pense que si tu ne sais pas vendre, comme je disais, c'est un vendeur, un développeur. S'il n'y a pas ce côté vente, au final, personne ne t'attend sur le marché. Il n'y a personne qui est là, qui dit « Ah ouais, génial !» À part quand tu t'appelles Facebook et tu as été développé en 2005 ou 2006. Mais ce n'est plus le cas à l'heure actuelle. Il y a 1000 applications qui sortent par jour. Il y en a 98% d'entre elles qui vont disparaître dans les 6 prochains mois. Il y a 2% et pour moi, ces 2%-là, c'est relatif à l'idée. Pour moi, une idée, ça ne suffit pas. Il faut avoir une vision et il faut savoir la transmettre. Et donc pour moi, ça, c'est les bases en fait d'un business et c'est les premiers conseils que je donnerais à n'importe quel business. Développez une vision, apprenez à la vendre. Et comment on sait si on a réussi? Money in the bank ou... Oui, simplement, si tu arrives à te payer, si tu arrives à t'autofinancer, si tu crées de la croissance, si tu crées de l'emploi, effectivement, je pense que tu as réussi. La preuve est par 4. Pour moi, dire que tu as réussi parce que tu as levé des millions d'euros et que tu as planté la boîte quelques années après, ensuite après, j'ai du mal à y croire. Et alors, venons-en donc à ton expérience Eventor. Alors, aujourd'hui, votre challenge, c'est quoi? Pour la Next Step, c'est... Le Next Step, effectivement, aujourd'hui, on a une bonne traction au niveau de nos utilisateurs freemium. Et donc, du coup, le but, c'est de valoriser et de monétiser là-dessus, puisqu'effectivement, jusqu'à aujourd'hui, on avait un modèle qui était B2B2C. Donc, développer une base de clientèle qui nous permettait d'avoir aussi des nouveaux utilisateurs et de s'autofinancer de cette manière-là. On est en train de revoir le modèle, puisqu'il est en train de changer. L'attraction se fait de plus en plus forte. Et donc, le but, c'est d'arriver petit à petit à monétiser notre utilisateur et à continuer à offrir des services, mais un peu plus haut de gamme, à des sociétés dans le cadre de leurs événements. Et vous êtes combien aujourd'hui dans le projet? Alors, on est en tout et pour tout, que ce soit au bureau, on est 6. Donc, il y a mon associé, il y a effectivement une personne qui s'occupe de tout ce qui est suivi de projet et de nos clients. Ça, c'est le plus important. On a 2 personnes qui font du calling, qui prennent des rendez-vous. Et puis, un assistant marketing et une personne qui s'occupe de la communication. Et comment est-ce qu'on fait avec une start-up belge pour coexister avec des géants américains, je veux dire, qui ont énormément de moyens, qui ont énormément des marchés beaucoup plus grands que les nôtres? Donc vous êtes un bon exemple, mais bon, et comment on fait pour trouver sa place Moi, je pense que c'est une fausse problématique. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Je veux dire, il y a des géants qui existent dans le textile, mais il y a aussi des beaucoup plus petits qui vivent très très bien. Et c'est pas parce qu'on s'appelle pas H&M ou Zara qu'on n'est pas capable de développer du textile, par exemple. Donc pour moi...
Mais après, votre marché, est-ce que c'est le marché belge, c'est le marché Benelux, c'est le marché européen? Ils sont où vos clients? Le marché aujourd'hui, il est autour de nous parce que j'avais le réseau, donc c'était l'avantage aussi. Bon, Oussama Hamar me dirait que je dis des bêtises, mais c'est pas grave. Moi, j'avais le réseau, donc j'en ai profité, je l'ai utilisé. Donc aujourd'hui, notre marché, c'est la Belgique, mais de plus en plus, c'est la France. C'est vraiment en train de passer un cap en France et aussi en Hollande. On commence à avoir énormément de demandes en Hollande, même de sociétés qui viennent nous rechercher, des sociétés de photographes, d'événementiels, qui viennent nous rechercher ici en Belgique. Donc je me dis qu'au final, peut-être mon marché, je ne sais même pas où il est. Il est peut-être au Moyen-Orient, il est peut-être en Asie, mon marché cible, et pour ça, il faut que je teste. Très bien, bah écoute, longue vie à Eventor. Merci. On espère t'avoir peut-être dans une prochaine fois. Avec grand plaisir. Bon, alors on va devoir conclure et pour cela, on a décidé de te poser quelques questions courtes. Alors tu dois surtout pas réfléchir et répondre le plus brièvement possible. Ça, je sais faire. Ok, alors première question, un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne? De pas prendre de consulting financier. Et le cliché qu'il faut oublier à jamais sur la vie des entrepreneurs? On gagne de l'argent, c'est faux. Une mauvaise habitude dont tu aimerais te débarrasser? Mais éthique de langage? Et le livre que tu aurais rêvé d'écrire? Ouf, j'ai arrêté de lire. C'est mauvais. Je ne lis que des bouquins d'histoire en plus, donc c'est... Lequel? Napoléon, Max Gaillot. Alors c'est la fin de ce podcast, merci pour votre écoute, on espère vous avoir inspiré, merci Pierre-Yves, merci Tariq, n'hésitez pas à commenter et à nous donner votre avis, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Merci. Merci à vous.